fait peur, je ne suis pas à la hauteur. Et l'invité politique, second invité politique ce matin, c'est vous, Jean Lassalle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, candidat à la présidentielle pour votre mouvement Résistons. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, avec toujours à mes côtés Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour, monsieur. Très bon article. Très bon article. Très bon journal. La Voix du Nord. Très bon journal ou très bon article? Mais je reçois le compliment avec beaucoup de plaisir. Un quotidien avec Ouest France, un très bon article sur moi. Ah, bah, écoutez, intelligent. Écoutez, je le prends, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je le prends pour moi. Merci. On va parler évidemment, Jean Lassalle, de votre programme, de votre campagne, mais d'abord un mot sur l'Ukraine. Quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, ce qu'on a découvert dans la région de Kiev avec ces corps de civils massacrés par l'armée russe, est-ce que si vous êtes élu président de la République, vous dialoguerez, vous continuerez à dialoguer avec Vladimir Poutine? D'abord, c'est la guerre. Et il n'y a pas de guerre gentille. C'est pour ça qu'il faut à tout prix éviter que ça s'embrase. La guerre est féroce, surtout lorsqu'elle est civile, et elle est pratiquement civile dans cet endroit-là. C'est tous des Slaves, ils se connaissent, ils ont lutté ensemble, ils se sont battus, ils sont très proches. Alors, oui, bien sûr qu'il faut reprendre le dialogue avec Poutine. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde le dit, ou ceux qui ne le disent pas l'imaginent. Soit Poutine meurt. Bon, dans l'état actuel des choses, ça pourrait arranger peut-être bien des choses. Mais bon, il n'a pas l'air de vouloir mourir non plus, je ne lui souhaite pas non plus. Mais enfin, encore qu'on ne sait jamais. Mais s'il ne meurt pas, qu'est-ce que vous faites? Il est là. Vous avez vu tous ceux qui se sont attaqués à la Russie. Elle est tellement immense. Moi, je l'avais découverte à mes 20 ans et 3 ou 4 ans, en autostop. Parce que j'avais déjà peur de la bombe à l'époque. J'allais en autostop, j'avais quelques copines qui me faisaient passer le mur de Berlin. D'un côté, avec un costume soviétique, de l'autre côté, avec un costume américain. On dit même que vous avez dansé au Bolchoï. Non, j'ai chanté. Parce que, non, danser, je ne savais pas danser à ce niveau-là. Mais chanter, oui. Chanter au Bolchoï. Bon, non, c'est pour finir. Donc tragique. Oui, vous dialoguez, vous continuez à dialoguer avec Vladimir Poutine. Il faut continuer à dialoguer avec lui. Oui, mais il faut trouver les sanctions. Faut trouver la bonne mesure. Est-ce qu'il y a les deux jambes, c'est-à-dire à la fois continuer à discuter avec lui, mais aussi accroître les sanctions ou pas? C'est-à-dire, les sanctions, si elles servaient à quelque chose, oui. Le seul problème, et Poutine l'avait très très bien anticipé, parce que cette affaire lui est pas venue comme ça, il y a quand même la véritable... le pouce au crime de l'OTAN depuis 20 ans. Il a donné des signes qu'il ne supportait pas. Marquez-nous si nous avions fait la même chose avec la Belgique, la Hollande, enfin, sans vouloir minimiser qui que ce soit. Oui. Bon. C'est-à-dire si la Belgique avait... Enfin, je ne comprends pas, en fait. Non, c'est-à-dire que si on avait vu les Soviétiques ou les Russes maintenant... Installer des missiles en Belgique, c'est ça que vous voulez dire? Oui, s'installer, faire ami-ami, vous voyez, mettre des populations, etc. Ou au Luxembourg, ce qui est plus... voilà. Donc, maintenant... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous, président, par exemple, vous diriez un petit peu comme vous avez dit avec... je me souviens, en janvier 2017, vous aviez rencontré Bachar el-Assad et vous disiez « Je suis dans l'incapacité de dire qui il est, ce qu'il fait, c'est bien, ce qu'il fait, c'est bien ou mal, je ne suis pas tribunal, je ne suis pas là. » Est-ce que vous pouvez dire la même chose vis-à-vis de Vladimir Poutine? C'est pas tout à fait de la même nature. Mais en partie, oui, parce qu'ils sont tous les deux au cœur d'un enjeu considérable et tous les deux dans une situation à peu près indéfendable. Monsieur Lassalle, est-ce que vous pouvez dire, ma question était dans le sens où vous disiez à propos de Bachar el-Assad que je ne sais pas dire si ce qu'il fait est bien ou mal. Est-ce que vous pouvez dire si Vladimir Poutine fait quelque chose de mal ou de bien à l'heure actuelle? Alors je vous suggère, si vous voulez bien, qu'on commence par l'un puis par l'autre. Bachar el-Assad était confronté, comme elle avait été quelque temps avant, au problème de la Libye, au problème de l'Irak, c'est-à-dire des pays qui ont été ravagés en 6 mois parce qu'on avait mis par terre leur chef d'État, qui n'étaient pas des Pygmalions de bonté, etc. Mais ils étaient tous les enfants de Nasser. C'est-à-dire cette espèce de laïcité arabe. Et il était dans cette situation-là. Et moi, ce que j'ai vu de Bachar el-Assad, c'est qu'avec une armée de conscription, et malgré l'appui
des Russes et des Turcs, qui n'était pas le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire. Il avait fait faire à Daesh tout seul. Et l'autre, comment il s'appelle, les autres sympathiques, là. Et qu'il a sauvé l'intégrité de son pays. Alors après, moi, quand j'ai vu sortir d'Alep, que je connaissais si bien 30 ans avant, eh bien, j'ai vu les soldats j'ai vu les habitants se précipiter sur les soldats. J'ai jamais vu ça avec la Guardia Civile en Espagne. J'ai jamais vu ça avec la Garde Rouge. Ensuite, Poutine. Alors, Poutine, c'est pas pareil. Parce que Poutine, c'est la très vieille histoire, en fait, de la Russie, des tsars, l'URSS, ce grand rêve hégémonique qu'un homme a cristallisé dans sa tête et qu'il veut mettre en place. L'un défendait l'intégrité d'un territoire, l'autre, c'est un empire. Donc, à partir de là, est-ce que je trouve qu'ils sont mieux l'un que l'autre? Je ne les connais pas assez. Mais je les connaîtrai si je suis président. Voilà, on va parler du reste de l'actualité. Vous avez vu que le parquet national financier a ouvert une enquête la semaine dernière sur McKinsey pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. C'est suite au rapport du Sénat qui révélait que McKinsey ne payait pas d'impôts en France. Qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture de cette enquête? Bon, c'est une bonne chose. C'est le minimum qui pouvait être fait pour tenter d'éteindre le feu à 60 heures d'un scrutin très important. C'est bien la moindre chose. Ce qui m'étonne... Vous aurez recours, vous, au cabinet de conseil, si vous êtes élu président de la République? J'ai été ingénieur conseil 33 ou 4 ans de ma vie. Mais et ils sont absolument indispensables et nécessaires. Sinon, vous n'avez pas un architecte en France. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est tous des ingénieurs, des architectes conseil. Hein. C'est les libéraux. Mais moi, je n'avais pas accès à la quinzaine de chefs d'État, parmi les plus importants du monde, auxquels McKinsey avait accès. Et je ne rentrais pas dans l'intimité de l'organisation d'un pays. Et, par exemple, dans l'intimité de la gestion du Covid, dans l'intimité de l'élection d'un président, et maintenant, de la réélection du même président. Donc, c'est à peu près ce qu'il peut y avoir de plus terrible comme situation. Donc, il ne faut pas de cabinet de conseil étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Écoutez, si la France du peuple souverain, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France qui a procédé au cours de ces 2 ou 3 derniers siècles avec nos amis du Royaume-Uni à la plupart des plus grandes inventions du monde, n'est pas capable de trouver en son sein l'ingénierie et l'administration suffisante, mais c'est un véritable déni de ce que nous sommes. C'est en cela, peut-être, que ce scandale est le pire. C'est l'affaiblissement de l'État? Non, c'est le rejet de nous-mêmes. C'est que nous crachons à la figure nous-mêmes. Donc vous, Président, Monsieur Lassalle, vous ferez appel au génie français plutôt qu'au cabinet de conseil étranger. Étranger ou français d'ailleurs, parce qu'il y a des cabinets de conseil. Capgemini est un cabinet de conseil français. Oui, qui a fait d'ailleurs de très bonnes choses. Mais notamment, il a sponsorisé le Biarritz olympique, mais pas que. Mais il faut les deux. Moi, je pense que toute bonne politique est faite de bon sens. Il faut à la fois... C'est pour ça que je dois reconstruire un État, symbole. Et après, à l'État, avec le chef de l'État, avec le gouvernement, de voir où sont les meilleures compétences. D'accord. Un mot sur la Corse, puisque c'est un dossier que vous aurez à gérer si vous êtes élu président de la République. Est-ce que si vous êtes élu, vous poursuivrez les discussions avec les élus de l'île sur la question de l'autonomie? Oui, bien sûr. Mais je les poursuivrai d'une manière moins crispée. Je les poursuivrai en évitant les mots qui fâchent inutilement. Et, bon, il y a des mots qui ont été employés par le gouvernement qui fâchent pour vous? Même par Macron. Ou par les élus corses? Quand Emmanuel Macron va avec Chevènement et qu'ils ne veulent pas voir le président Simeoni ni l'Assemblée, et quand vous êtes corse, mais vous imaginez, ou même que vous soyez de l'Île-de-France ou partout, mais alors à plus forte raison corse, essayez de faire ça au Pays Basque, vous allez voir. On va parler de votre programme. Oui, alors votre slogan invoque la France authentique, mais par cette France authentique, moi j'ai du mal à déterminer ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous appelez authentique? C'est-à-dire, justement, vous avez raison de poser la question, parce qu'il faut que dans toute recherche, dans tout nom, il y ait une part de curiosité. J'allais presque dire... Mais je veux rester
purement laïque, parce que je suis très républicain, de mystère. Et en cela, c'est complètement gagné. Parce que tout le monde m'a posé la question. Authentique. Mais il y a 3 jours du premier tour, on n'a toujours pas la réponse. L'authenticité. Si, c'est très simple, madame. C'est l'authenticité. Qu'est-ce que c'est être authentique? Bien, c'est être Jean Lassalle. Jean Lassalle, il est assez cash, il est authentique. Et la France est authentique, et aujourd'hui, elle se désespère de ne plus retrouver l'authenticité. Tout est calculé, tout est millimétré. Si je dis ça, si je fais pas ça, si je... Non, la vie... Heureusement, est plus simple. Heureusement qu'on s'abandonne à l'amour quand on est jeune ou même plus tard. Heureusement qu'on s'abandonne à la vie quand on est un peu peinard. Et on finit même par s'abandonner à la misère, hélas, quand il n'y a plus rien à faire. Mais il y a toujours l'espoir. L'authenticité, c'est une capacité de résilience hors du commun, doublée d'un espoir. Le fol espoir, c'est l'espérance folle. Tu connais ça? Ouais, mais je ne reprendrai pas le refrain. Qui chante moins bien que vous. Hein. Monsieur, non, je ne m'y risquerai pas. Authentique, en tout cas, vous décrivez cette France, puisque vous promettez à la fois le maintien de l'âge de la retraite. Alors, je ne vais pas refaire tout votre programme, mais vous promettez l'ouverture de 20 000 lits d'hôpital. C'est pas mauvais. Non, je cite parce que ça va me permettre de vous poser une question importante. Le recrutement sur 100 000 soignants, 100 000, hein, le RSA jeune, revalorisation des salaires des enseignants, baisse de TVA, recrutement de 6 000 policiers et gendarmes. Tout cela sans jamais nous dire combien ça coûte, monsieur Lassalle. Authentiquement parlant, combien ça coûte? Mais je n'en sais strictement rien. C'est embêtant. Parce que vous croyez qu'il y a un seul de mes 11 collègues qui savent ce que coûtent leurs mesures. Oui, il y a des chiffrages sur certains programmes quand même. Je connais trop le niveau de recherche et le niveau intellectuel de Public Sénat pour vous faire cette injure. Personne ne sait rien. Vous pensez que Macron se connaît, a une vague idée de ce qu'il a engagé pour proposer... alors je peux entendre la critique, mais pour proposer des mesures, j'imagine que vous vous êtes projeté en vous disant j'ai un budget, comme n'importe quel ménage, je dois dépenser ça pour mes mesures, est-ce que j'ai suffisamment d'argent? Non, le problème ne se pose même pas comme ça, c'est qu'il n'y a plus de budget. C'est que nous sommes en état de banqueroute depuis... Donc vous empruntez. Comment vous faites? Vous allez devoir faire un budget si vous êtes élu. Alors comment je fais? D'abord, je recrée un État. Parce qu'il faut quand même savoir où on en est. On ne peut pas continuer comme ça. Ensuite, je relance immédiatement la recherche fondamentale et appliquée. Premier objectif, c'est trouver la nouvelle source d'énergie renouvelable. À mon avis, c'est le soleil. J'ai vu le solaire, le soleil. C'est pas vraiment nouveau, le solaire. Non, mais qui est-ce qui a avancé d'un pas depuis Font-Romeu, que je cite si souvent et dont je vous fais grâce ce matin, parce que vous connaissez par cœur. Mais ça, c'est très, très puissant, ça. Hein. Et De Gaulle a hésité en 62. D'ailleurs, c'est pas lui qui a pris la décision. C'est pas ça qui répond à ma question, monsieur Lassalle. Oui, mais je vous dis, je dois faire entrer de l'argent, parce que l'argent qu'il y avait, il nous a été tout enlevé. Il est chez Niel, chez tous les copains là, que je cite souvent. Il est là. Ils sont 5 ou 6 à tenir la France et il y en a une cinquantaine qui tiennent le monde. Alors vous prenez l'argent chez eux, en fait, encore une fois, vous prenez l'argent chez eux, chez les Xavier Niel Parce que vous croyez qu'ils attendent après moi pour me le donner? Non. Par contre, si je crée de nouveau un état d'esprit, si je dis non, la France, c'est pas foutu. Non, la France a connu 1870. Et qu'est-ce qu'elle a fait derrière? Le plus grand projet d'instruction publique qui a appris, c'est un record absolu, à toute une jeunesse à apprendre. Je vais recréer du travail et je vais remettre le travail à la mode. Un président, ça réussit dans les 2 ans qui viennent, 2 ou 3 ans. Comment vous remettez le travail à la mode? Bien, en parlant d'une manière totalement différente de ce qu'on fait. Les 35 heures, ça a été une horreur absolue. Donc vous mettez quoi en 35 heures? Fin aux 35 heures. Non, parce qu'il y en a qui veulent les 35 heures. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit toujours l'un ou l'autre? Je dis, vous travaillez comme vous l'entendez. Mon problème à moi, et celui de mon gouvernement, c'est de recréer les conditions qui me permettent de vous proposer suffisamment de travail. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de partager le travail? Est-ce que vous le partagez, vous qui faites 70 heures de travail par semaine? S'il y en a un qui veut faire 70 heures, eh bien il se les tape les 70 heures. S'il y en a un qui en veut 25, il mais en donc fait 25. Il n'y a plus de durée légale, si? Il y a plus de durée légale de travail? Comment on fait? Oui, il faudra... Non mais écoutez, franchement, il faudra trouver quand même un équilibre. Mais aujourd'hui, quel équilibre entre quoi et qui?
tellement tout est flou. Donc, pour répondre très concrètement, il y a des ressources extraordinaires dans ce pays. D'abord, en intelligence, inutilisée. Chaque fois qu'il y a un bébé qui naît, c'est un réservoir d'intelligence. Deuxièmement, ce pays peut tout produire. Ce pays peut tout transformer. Il est à la croisée des mers, elles sont pas mal les mers, des avions, de tous les passages, tempérés partout. Et nous avons la chance d'avoir des bouts de France que nous allons perdre si nous continuons comme ça, qui tutoient les plus grands empires du monde. Nous avons la possibilité d'utiliser l'énergie de la mer, chose sur quoi nous n'avons rien fait à part la... Qu'est-ce qu'on va perdre juste comme bout de France? On n'a pas bien compris. Ah, il faut une politique adaptée à chacun de ces merveilleux bouts de France. Je crois qu'il faut travailler d'abord sur leur histoire singulière. Mais vous pensez à quel territoire? Oui, je pense à tous. J'étais à la Réunion, Nouvelle-Calédonie, à la Guadeloupe. Mayotte est sans dessus dessous. Mais Mayotte vit un enfer avec tous les migrants qui arrivent de partout. Là, pour le coup, Zemmour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ferait. Mais enfin, il vaut mieux pas qu'il y aille parce qu'il y a déjà assez de panique comme ça. C'est pas la peine qu'il y aille. Et enfin, c'est pour vous dire qu'il faut s'adapter. Mais moi, j'essaierai de trouver, par exemple, l'idée de l'homme de la mer, de l'homme des mers. C'est-à-dire ces hommes qui sont quand même singuliers, ne sont pas tout à fait comme nous, comme un homme des vallées, ressemble étrangement à un homme insulaire. C'est pas la même chose. Et il faut trouver, voyez, des grandes idées qui transcendent les hommes et qui fassent qu'ils aient envie de s'associer. On va revenir juste à des choses plus terre à terre. Non, j'en sais celle-là, elle est. Oui, non, mais juste parce que hein. le temps file. Magnifique et terre à terre. Comme vous parlez beaucoup d'organisation de l'État, est-ce que si vous êtes élu, vous reviendrez sur la loi NOTRe? Est-ce que vous mettrez fin à ces grandes régions? Les grandes régions, oui, progressivement, elles ne servent à rien. Elles sont budgétivores au possible. Il y a beaucoup trop de petits personnels. Pas petit au sens de petit, parce que moi j'aime pas qu'on dise le petit candidat, mais c'est des catégories C, beaucoup. Donc ils gagnent leur vie à coups de fronde. Alors, donc vous revenez sur la loi NOTRe, vous recréez de nouvelles régions. J'ai mieux, je pense. Mais loi NOTRe et loi MAPTAM aussi. Vous revenez à la fois sur la loi NOTRe et puis sur la loi MAPTAM. Oui, mais comme madame m'a posé à la fois une question sur les régions, et vous avez subrepticement il est comme ça, pour essayer de me déstabiliser un petit peu ce que Non, c'était pas l'objet. Ni la loi NOTRe, je réponds d'abord aux régions, oui, je reviendrai progressivement, mais avec les acteurs. Aux anciennes régions? Aux régions actuelles. Vous en créez encore de nouvelles. Mais chez l'Aquitaine. Je veux introduire une dimension. C'est là que mon programme est passionnant parce que j'ai 2 ou 3 dimensions nouvelles que nous devons inventer ensemble. Il y a notamment celle de cette représentation des provinces qui n'existe pas et qui fait souffrir les Français. Ça a été un grand oubli de la République, un oubli volontaire, et avec elle il y avait les langues. Et la France maintenant, je suis très républicain, et la France, mon Dieu, existe, mais elle peut s'enrichir des différences, des couleurs, des productions, de ce kaléidoscope magnifique que constitue la France au complet. Donc c'est quoi, reconnaissance des langues régionales? Il faut reconnaître les langues régionales pour vous? Oui, absolument. Nous avons la chance de les avoir, c'est notre patrimoine. Quand vous avez la chance d'un patrimoine, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont un patrimoine aujourd'hui et qui le laissent tomber, surtout ceux qui en ont beaucoup? Une question très prosaïque, mais vous, président, la première préoccupation des Français étant le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous mettez en place directement à votre arrivée à l'Élysée sur ce sujet? C'est-à-dire qu'à mon avis, quel que soit l'élu, il n'aura pas le choix. Il faut couper court à la révolution. C'est-à-dire que je baisse la TVA à 5,5 pour tout ce qui est carburant, et je fais en sorte que les prix de ce qui est qui permet de manger, voire de se loger si c'est possible, soient de nouveau accessibles. Sur le logement, ça veut dire quoi? Comment? Sur le logement, vous parlez du premier poste de dépense des Français, c'est le logement en effet, mais vous faites quoi? Mais à mon avis, dans un premier temps, je pense qu'il faut apporter un peu d'ingénierie et d'aide à ce que les jeunes ont inventé de si remarquable, c'est de vivre ensemble à plusieurs dans des logements. Ça, c'est pour renforcer les jeunes. La colocation, vous voulez dire? Oui, mais c'est génial. De la même manière, pour se déplacer, nous, on avait l'autostop.
Mais eux, ils ont le vivre ensemble, ils vivent ensemble. Le covoiturage. Oui, pardon, excusez-moi. Non, c'est juste parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui, c'est passionnant, oui, quand même. Mais on est d'accord, mais malheureusement, on est tenu par les temps. Vous connaissez le principe. On arrive au bout de cette campagne, il ne vous reste plus que 3 jours pour faire campagne avant le premier tour. Comment vous l'avez vécu, cette campagne? Bon, je l'ai vécu comme telle que je l'ai dite. C'est-à-dire, vous avez dit campagne de merde. Oui, c'est tout à fait une campagne de merde. Il faut quand même le reconnaître. Elle s'améliore un peu d'ailleurs depuis que je l'ai dit. Vous avez vu comment tout le monde a haussé le ton, à commencer par vous. Enfin, pas le ton, mais le niveau. Jusque-là, c'était Zemmour, voilà, tous les faits divers, etc. Mais rien sur le fond, rien sur l'énergie, rien sur le logement, ou pratiquement pas. Chez nous, Jean Lassalle, vous le savez, ni dans la presse régionale. Ah non, mais vous attendez pas. Vous êtes du Sénat, je vous ai d'ailleurs. Pareil pour la presse régionale. Je vous ai jamais fait la moindre sortie tonitruante. Mais donc vous êtes. J'ai puni ceux qui devaient l'être le plus. J'ai voulu montrer qu'on devait tous sortir de cette dictature. Et au final, vous sortez heureux de cette campagne? Vous y êtes quasiment à la fin? Mais écoutez, j'en sors serein, c'est évident, parce que j'ai le sentiment quand même que j'ai un peu contribué, même si je suis parti très tard. Vous voyez, vous m'auriez lancé tous ensemble, Public Sénat, tout le monde LCP, Le Monde, etc., qui ne me lancera d'ailleurs jamais tant qu'il y aura Niel, eh bien, j'aurais eu beaucoup plus de chance. Là, j'ai un déficit considérable, mais tout est possible. Parce que c'est quand même l'électeur qui va choisir. Alors, à l'heure actuelle, je vous le concède, une très grande partie des électeurs ne sait pas pour qui va voter, à l'heure qu'il est. Et il y en a une partie non négligeable qui ne sait pas encore s'il va voter. Et cette partie, c'est celle qui va faire la différence. Alors, celle-là, par contre, je crois que j'ai beaucoup contribué à l'éveiller, à dessiller les cils. En disant, bon, si vous voulez que ça continue à se passer sans vous, si vous trouvez que c'est génial d'être dans cette espèce de dictature où tu ne peux pas bouger, parce que sinon ton poste va sauter... On est dans une dictature aujourd'hui? C'est une dictature dictature féroce. Molle, vous avez parlé de dictature molle. Oui, parce que c'est pas la dictature hitlérienne. Oui, parce que le terme quand même, vous vous rendez compte quand même que dictature, le terme, oui, encore plus dans ces circonstances, c'est quand même un peu dur quand même, de parler de la France comme d'une dictature. Mais oui, c'est une dictature absolue. Mais essayez de sortir du rang. Essayez de faire un pas de clair. La France est une dictature absolue. Ah, mais c'est une dictature absolue, oui, vous êtes libre de penser le contraire. Moi, je constate que lorsque 12 candidats se présentent, je suis député depuis des années, j'ai fait de la politique toute ma vie, et que je suis même pas sur la tranche du fil de ceux qui ont, vous savez, le fil, là, quand le fil a coupé le beurre. Non, mais regardez, vous êtes un opposant à Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous empêche de faire campagne? Est-ce qu'aujourd'hui, on vous empêche de développer votre programme? Ah, il y a beaucoup plus subtil que ça dans la dictature molle. On vous détruit. C'est-à-dire que Staline était obligé d'envoyer ses opposants en Sibérie, les Américains à Guantanamo. On a, avec la dictature molle qui s'est installée de ces grandes sociétés, c'est pas de société même, c'est beaucoup plus complexe que ça et difficile. Mais cette dictature molle, on a la capacité, et vous, la première, si jamais vous ne plaisez pas, à vous laisser vous dessécher toute seule. Et vous disparaissez toute seule. Et il n'y a même pas votre belle-sœur qui s'en émeut. Allez, dernière question, Julien. Oui, alors c'est. Je ne sais pas quoi choisir. C'est vrai, c'est des coiffeurs. Ouais. Si vous échouez à la présidentielle, je suis bien obligé quand même d'observer cette hypothèse. Serez-vous de nouveaux candidats aux législatives? Parce que, en effet, vous l'avez rappelé, vous êtes député depuis 20 ans. Est-ce que vous n'avez pas peur, au final, de faire partie du système que vous dénoncez? Oh, ça, il y a quand même du travail à faire pour que j'arrive au système que je dénonce. Pour le reste, je suis là et je vais vous dire... Et en 30 secondes. Les yeux dans les yeux. Oui. Je vais gagner. Vous allez gagner. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci Jean Lassalle. Merci beaucoup. C'est agréable. Lorsque vous avez des journalistes au point et intelligents et libérés de la dictature molle, c'est au point. Voilà. Je suis libéré. Merci beaucoup, monsieur Lassalle. Merci Jean Lassalle. On regarde la une de La Voix du Nord, c'est l'Ukraine. L'Est de l'Ukraine se prépare. Vous ne trompez pas dans l'élection, vous deux. Merci pour le conseil, Jean Lassalle. Merci. Merci Julien aussi. Merci Jean Lassalle.